9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Que se passe-t-il à la maison Sciences Po? Maison particulièrement importante de, entre guillemets, l'élite française depuis des années et des années, avec de glorieux prédécesseurs, bien sûr. Et c'est vrai que depuis quelques années, et là, depuis 2 ans aussi probablement, il y a eu une accélération dans la dégradation un petit peu de l'image de cette maison qui cultivait donc ces élites françaises, qui les formaient pour ensuite qu'ils fassent de la politique, qu'ils soient en fait à la tête de grandes entreprises, chez les journalistes également. Est-ce qu'il y a eu des dérives ou pas? Nous sommes avec Caroline Beyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez journaliste au Figaro, hein, je le précise. Vous avez écrit donc ce livre, La chute de la maison Sciences Po, la crise des élites françaises, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé alors à Sciences Po avant de voir aujourd'hui où nous en sommes, bien sûr, avec un nouveau directeur aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, à ce point, l'image soit détériorée? Il s'est passé beaucoup de choses et c'est bien ça le problème. Et différentes dimensions. Il y a d'abord eu de grosses crises de gouvernance après la mort de Richard Descoings en 2012, qui est mort brutalement, qui était le patron emblématique, un personnage presque de roman qui a fait de Sciences Po ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est lui qui avait ouvert beaucoup aussi à la discrimination positive, voilà, à la diversité. Hein. C'est ça, qui a mis en place la discrimination. Sous l'impulsion, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, qui voulait absolument qu'il y ait cette ouverture. À partir de 2001. 2001, et puis par la suite, 2007, ensuite, quand il a été au pouvoir. Voilà. Donc avec Richard Descoings et sa mort, il y a eu une crise de succession. D'ailleurs, on a l'impression, quand on discute avec des professeurs à Sciences Po, des anciens, qu'on est toujours dans le deuil de Richard Descoings. Et puis, on a l'affaire Duhamel en 2021 qui a beaucoup secoué l'école. Donc, Olivier Duhamel, un professeur qui a enseigné longtemps là-bas et qui était le président de la Fondation nationale des sciences politiques et qui a été accusé d'inceste dans le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, et qui a emporté avec lui le directeur de l'époque, dont on a appris au fil des semaines qu'il était au courant. Et puis on a eu un autre directeur, Mathias Vichra, un copain de promo d'Emmanuel Macron, qui lui a démissionné pour une affaire de violence conjugale, alors que sa priorité c'était la lutte contre les violences sexuelles. Oui. Et puis en parallèle de ça, de cette crise de gouvernance, on a toute la question de comment on sélectionne aujourd'hui les étudiants. Donc vous avez parlé de la discrimination positive. On a poursuivi en fait la chasse à toutes les épreuves socialement discriminantes jusqu'en 2021, où on a mis fin au concours, où on a recruté les étudiants sur dossier. Et ce qui a brouillé l'image vraiment de Sciences Po. Comment sont recrutés aujourd'hui, depuis 2021, depuis maintenant 4 ans, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comment sont recrutés les étudiants à Sciences Po? Ils sont recrutés aujourd'hui sur dossier et sur entretien. Et on leur fait comprendre qu'on laisse une grande place à l'engagement, que ce soit associatif et politique. Quel type d'engagement? On explique souvent dans les jurys. J'ai eu des professeurs qui siègent dans des jurys que forcément c'est plutôt un engagement à gauche. Ouais. Et puis on a eu des polémiques aussi autour de lycées parisiens, publics comme privés, d'excellence, comme Henri IV, Louis le Grand, mais aussi Stanislas, Franklin, un établissement jésuite du 16e arrondissement, où on s'est aperçu qu'on recrutait de moins en moins d'élèves de chez eux. Et s'est installée cette idée qu'il y avait un malus à l'élitisme et au privé. Et qui est réel ou pas? Qui est réel, oui, dans les chiffres, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que Sciences Po, depuis que l'école est entrée sur la plateforme d'orientation Parcoursup, elle est plus visible, il y a beaucoup plus de candidats venus de toute la France et aujourd'hui, il y a 22% des étudiants retenus, des élèves retenus qui viennent de l'Île-de-France. Oui, il y a une plus grande ouverture. Donc il y a une mécanique, voilà. Il y a une mécanique. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, quoi. En tout cas, sur le papier, quoi. C'est plutôt une bonne chose. Ce qui est plus problématique, c'est qu'on a du mal à avoir les critères objectifs de recrutement avec ce dossier, cet entretien, sachant que
que les notes au baccalauréat sont très très Avant, élevées. il y avait un concours écrit. Avant, il y avait des épreuves écrites. Voilà, Quoi. il y avait des épreuves écrites. Oui. Oui. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais alors le nouveau directeur annonce le changement. C'est le message qu'il a voulu faire passer immédiatement quand il est arrivé. Message de retour à la recherche de l'excellence. Donc on va prendre en compte dès cette année, la note obtenue au bac de français, qui est une épreuve anonyme, nationale, qui comptera pour 60%, là où elle comptait auparavant. Mais pourquoi pour 5%. on ne veut pas rétablir, comme dans d'autres grandes écoles, un concours, des concours? Parce que ça fait il peut y avoir le dossier qui compte, bien sûr, et puis la partie concours, quoi, écrite, quoi, non? Je pense que maintenant ils ont franchi une étape et que ça va être difficile de revenir en arrière, que c'est assez lourd à organiser. En 2026, il dit déjà qu'il va y avoir un retour de l'écrit, mais ce sera pas le grand retour de la dissertation, ce qui était vraiment le symbole de Sciences Po. Mais ce sera des QCM qui vont vérifier les capacités de raisonnement, de logique, ce qui se pratique d'ailleurs dans des universités comme Cambridge ou bien. Oui. Le fait de ne pas avoir de concours écrit, ça part de quelle idée, de quel principe, que certains vont échouer, donc seraient moins bons, etc., et qu'on ne pourrait pas ouvrir à l'ensemble d'une forme de diversité classique. Voilà. Des origines des uns et des autres. Voilà, quoi. puis ça part Social, bien sûr. Ça part de l'idée qu'il y a c'est la philosophie de Sciences Po depuis des années, qu'il y a des épreuves socialement discriminantes. Elle avait déjà supprimé la culture générale. Voilà, l'idée, c'est de mettre fin à ces biais sociaux. Oui, parce qu'on dit aussi qu'il y a une reproduction des élites, quoi. Et on veut casser ça, en fait. On veut casser ça, mais alors c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, 70% des étudiants viennent de classes sociales favorisées. Donc, c'est un peu schizophrénique. On porte ce message, mais d'un autre côté, on recrute toujours dans des milieux favorisés et bourgeois. Oui, bon, et puis, alors, sur cet engagement politique, on l'a vu, ça a éclaté quand même un peu la face du grand public, avec des manifestations à l'intérieur de Sciences Po, notamment sur le conflit israélo-palestinien, quoi, avec l'amphi Gaza, en tout cas, qui a été rebaptisé Gaza. C'est ça. Oui, et ça a été vraiment une déflagration. L'amphi Gaza, il a été rebaptisé, c'est l'amphi Boutmi, l'amphi du fondateur, qui porte avec lui des valeurs républicaines et qui a été rebaptisé Gaza en mars 2024 par un collectif, le collectif Palestine, anonyme, officieux, qui a investi l'amphithéâtre pour organiser des conférences, dont l'une sur la judéité et l'antisionisme. On avait vu des drapeaux palestiniens qui flottaient dans cet amphi, des étudiants avec des kéfiers. Et puis cette phrase qu'on a beaucoup entendue, qui a été rapportée par l'Union des étudiants juifs de France de Sciences Po, ne la laissez pas entrer, c'est une sioniste. Et là, ça a été vraiment l'explosion. Il y avait tous les ingrédients réunis pour la crise. Le directeur Mathias Vichra avait démissionné. Il y avait une forte résonance médiatique avec ces images qui tournaient de l'amphi Boutmi sur les réseaux sociaux, et puis des politiques en pleine campagne des européennes qui ont pris la parole, et la France insoumise qui a soufflé sur les braises. Ouais. Alors vous avez parlé de Mathias Vichra, d'un mot, parce que c'est assez intéressant quand même, la pression qui avait été exercée, parce que évidemment il y avait eu, son affaire avait éclaté sur des violences conjugales avec sa compagne. Oui. Et là, immédiatement, on a dit dehors, sans savoir ce qu'allait donner l'enquête, quoi. Oui, c'est ça. Et on a vu à ce moment-là des affiches de Mathias Vichra demandant sa démission. Effectivement, on n'a pas attendu les suites de l'enquête, et d'ailleurs... Et les suites de l'enquête qui sont intéressantes, puisqu'il s'agissait de violences conjugales mutuelles, et que d'ailleurs sa compagne a écopé d'une peine avec sursis supérieure à la sienne. Oui. Voilà, donc ça n'excuse pas évidemment des violences conjugales, bien sûr, mais on l'a visé lui, alors que c'était... mais il y a eu tout un emballement après l'affaire du Hamel autour des violences sexuelles et sexistes à Sciences Po. Il y a eu cette vague de témoignages Sciences Sport, et Mathias Vichra est arrivé avec ça, donc son affaire de violence conjugale. C'était terminé, quoi. C'était fichu pour lui. Exécution, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, et puis avec les affiches. Avec
avec les étudiants et puis aussi des enseignants qui n'ont pas attendu non plus la justice. Oui. Caroline Beyer, vous êtes avec nous sur Sud Radio sur ce livre, La chute de la maison Sciences Po. On va continuer pour voir si ça a un petit peu évolué ces derniers mois, puisqu'il y a une reprise en main par un nouveau directeur, Louis Vassy, et que visiblement on sent quelques changements. Vous l'avez déjà évoqué sur des concours qui vont être remis, etc. Mais également à l'intérieur de Sciences Po sur l'engagement. Est-ce qu'on peut dire que à Sciences Po on est de droite ou de gauche? Est-ce que ça penche d'un côté? On dit traditionnellement que c'est plutôt à gauche. Oui, c'est plutôt à gauche. C'est ancré à gauche. D'ailleurs, tous les directeurs successifs depuis Richard Descoings n'ont pas caché leur appartenance à la gauche. Oui. Et pourtant, quand il y avait Raymond Aron et bien d'autres, c'était pas forcément à gauche. C'était pas forcément à gauche. D'ailleurs, en 68, ils n'étaient pas à la pointe de la Révolution. Oui. Nous poursuivons. Allez, dans un instant sur Sud Radio avec vous, Caroline Beyer. Et puis, si vous voulez appeler, poser un certain nombre de questions ou des remarques autour des élites françaises, vous n'hésitez pas. 0826 300 300 sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h. Tiens, si vous voulez réagir ou interpeller Caroline Beyer, qui a écrit La chute de la maison Sciences Po, la crise des élites françaises. C'est particulièrement intéressant parce que, évidemment, Sciences Po, c'est une école qui brille à l'international, qui a un grand rayonnement, bien sûr, et qui a été entachée par énormément d'affaires. Alors que l'on combat normalement les violences sexuelles et sexistes là-bas, à chaque fois dans la gouvernance, il y a eu des problèmes autour de ça, comme quoi évidemment les donneurs de leçons sont bien souvent ceux qui voilà, ça fait mauvais genre. Il y a eu ces infiltrations politiques, bien sûr, on l'a dit en fait tout à l'heure, et vous avez dit que ça penchait en fait plutôt à gauche. Le nouveau patron qui a été nommé, Louis Vassy, est-ce que c'est quelqu'un qui veut mettre un terme à ça, aux engagements, à certaines entre guillemets dérive, je mets entre guillemets, bien sûr. Oui, en tout cas, c'est le message qu'il porte, ce qui est tout à fait nouveau, parce que jusque-là, on ne reconnaissait pas de crise, mais là, on reconnaît une crise d'image, de réputation. Louis Vassy, lui, c'est un énarque comme ses prédécesseurs, mais il vient du public, du Quai d'Orsay, contrairement aux autres qui étaient passés par le privé. C'est aussi le fils d'un réfugié uruguayen, donc il incarne la méritocratie. Et il porte le message de l'excellence en disant que tout le monde, les meilleurs sont les bienvenus à Sciences Po, et il est d'ailleurs allé voir ces lycées privés qui s'étaient sentis mis de côté. Vous dites les meilleurs sont bienvenus à Sciences Po parce que dernièrement ce n'était plus la méritocratie justement à On avait l'impression que oui, avec cette procédure de sélection, les critères étaient devenus flous, obscurs, opaques, et que effectivement la méritocratie. Qui est dans les comités de sélection? Ce sont les enseignants de Sciences Po eux-mêmes. Alors oui, dans les jurys, ce sont des enseignants, et effectivement la nouvelle direction voudrait valider ces membres des jurys pour se mettre d'accord sur ce qu'on recherche. Oui, sur ce qu'on recherche, c'est-à-dire que d'avoir toujours absolument les meilleurs, ou d'avoir aussi peut-être une représentation de la société française. C'est un peu ça. C'est l'esprit de Sciences Po depuis des années. Ce que Louis Vassy dit, il parle effectivement de cette diversité sociale, mais il parle aussi d'excellence. Mais il est clair que Sciences Po va pas tourner le dos à l'ouverture sociale subitement. Oui. Est-ce que l'image au sein, alors ça c'est en dehors un peu de votre enquête, quoique vous l'abordez aussi, du coup l'image de Sciences Po dans les entreprises, dans les administrations, est-ce que ça a évolué? Est-ce que les recruteurs demain vont se dire moi Sciences Po, je ne sais pas si je vais le prendre parce que je ne sais pas sur qui je tombe, alors qu'auparavant on se disait oh là là, je veux absolument recruter quelqu'un qui vient de là-bas, de cette école. On a beaucoup vu ça, lu ça sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social professionnel LinkedIn. On a des phrases du type moi un CV de Sciences Po, je le jette à la poubelle. Alors ensuite, dans la réalité, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais j'ai eu par exemple un chasseur de tête qui me dit que par le passé, on savait qui on recrutait quand on prenait un Sciences Po, un étudiant classique, dans le moule, conservateur, et qu'aujourd'hui,
on sait plus trop. L'image est un peu. Alors, c'est intéressant ce que vous avez dit, Caroline Meyer. Quelqu'un de classique dans le moule conservateur. Est-ce que c'était pas justement une image entre guillemets des gens de la fabrique des élites qui était un peu trop lisse et un peu peut-être déconnectée de certaines réalités, non ? Je pense surtout que c'était une école plus petite que Richard Descoings. Enfin, aujourd'hui, c'est 15 000 étudiants, donc ça a pris en ampleur. Oui, alors que avant, c'était beaucoup moins d'étudiants. Oui, c'était beaucoup moins d'étudiants. En fait, tout a triplé en 20 ans, donc on n'est plus... Pendant un temps, on avait l'image de Sciences Po comme un salon bourgeois avec ses grands esprits, ses grands profs, René Raymond, puis des étudiants du 7e qui venaient y préparer l'ENA. Aujourd'hui, ça a totalement changé de dimension. Oui, beaucoup de nos politiques ont fait Sciences Po. Hein. Oui, d'ailleurs. Et des énarques, bien sûr. Quoi. Oui, voilà. Emmanuel Macron. Macron, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Les 5 derniers, les 5 présidents de la 5e République. Voilà, on fait Sciences Po. Donc c'était la fabrique des élites. Ça l'est toujours d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui l'ENA, qui a été supprimée mais qui existe toujours sous un autre nom, l'essentiel des futurs énarques viennent de Sciences Po. Donc c'est toujours le cas quand même. Oui. Alors il y a un petit paradoxe, c'est vrai. Quand on regarde dans le détail, ça a triplé, vous avez dit, les effectifs, et on a l'impression qu'il y a du business, il y a beaucoup de finances en fait là-bas, alors qu'on a voulu s'ouvrir à d'autres origines sociales, donc des gens qui ont moins d'argent pour financer ces études. On rappelle que c'est public, bien sûr. Alors pourquoi il y a cette polémique autour des finances et du business ? Alors, le problème des finances, c'est la dotation de l'État qui était très importante sous Richard Descoings, qui représentait les 2 tiers du budget. Aujourd'hui, ça représente 1 tiers, et donc Sciences Po doit chercher des ressources propres. Et l'essentiel de ces ressources, pour moitié, c'est les frais de scolarité. Alors les frais de scolarité, ils sont modulés justement, c'est-à-dire les plus défavorisés vont bénéficier d'une redistribution. Et là-dedans, ce sont les étudiants étrangers, enfin hors Union européenne, qui payent plein pot. Là, ça va jusqu'à. Ça a beaucoup augmenté, évidemment. Voilà. Ça a beaucoup augmenté pour l'internationalisation, pour que Sciences Po soit dans la course, mais aussi parce que c'est une manne financière. C'est 20 000 en master et 15 000 en bachelor. Pour ces étudiants hors Union européenne. Et là, ça permet d'accentuer peut-être le rayonnement justement de Sciences Po à l'international ou pas. Quelle image est là aujourd'hui à l'international, cette école ? Écoutez, elle est connue dans les universités avec lesquelles elle a des partenariats, et c'est vrai qu'elle en a beaucoup. Elle en a avec Columbia. Ensuite, ça reste une petite école. Richard Descoings parlait de faire un Harvard à la française. On en est loin, quoi, en termes de dimension, de budget. Ensuite, elle est relativement bien classée dans les classements dont sont friands les étudiants et les parents, mais toujours dans les sciences politiques, dans ces domaines qui sont restreints. Est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure Louis Fassi, le nouveau directeur, est-ce qu'il veut essayer de lutter contre l'engagement trop fort de certains enseignants, de certains étudiants, et comment faire pour essayer de retrouver une forme de neutralité de ces futures élites ? Eh bien, écoutez, déjà, il a défini une doctrine, aujourd'hui, c'est la réserve institutionnelle qui est instaurée sur tout sujet politique et géopolitique. Ensuite, on va pas supprimer, je pense, l'engagement, surtout qu'à Sciences Po, il y a tous les partis qui sont représentés, il y a quand même une forme de pluralisme. En 2022, il y avait le parti d'Éric Zemmour qui était représenté là-bas, mais ce qu'il faut, c'est mettre fin à l'agitation, au blocage. Il y a des querelles entre étudiants, justement, des batailles politiques à l'intérieur de l'établissement. Oui, il y a des batailles. Parce qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, on avait l'impression ces derniers mois que c'était uniquement certains militants très à gauche qui maîtrisaient tout dans cet établissement. Et c'est le cas. C'est le cas, en tout cas pour les blocages et les mobilisations dont on parle, parce qu'il y a un fort écho la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, il
les étudiants sont plutôt favorables à sa venue, comme quand il a rempli l'amphi Boutmi juste après l'histoire de l'amphi Gaza. Donc ça veut dire qu'il y a une influence en fait beaucoup plus forte de ces partis, plutôt d'extrême gauche. Oui, mais je rappelle. Parce qu'ils font plus de bruit ou parce que réellement ils sont plus nombreux? Ils sont, je pense, plus nombreux. Les jeunes insoumis sont plus organisés, plus nombreux. Ouais. Et puis je rappelle qu'en 2022, à la présidentielle, ils ont voté, selon un sondage interne, à 55% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'était en 2022. Oui. C'était en 2022. Et puis aussi, après ces mobilisations pro-palestiniennes, il y a eu des élections syndicales à Sciences Po. Et là, les syndicats d'extrême gauche ont gagné des voix, ce qui a été en fait une validation de toutes ces actions. Ouais. Et Louise Vassy, le nouveau directeur, justement, vous l'avez dit, lui, il veut faire évoluer en fait tout ça. Oui, mais ça va passer par le recrutement. Alors, le recrutement des nouveaux étudiants et des enseignants, non ou pas? Parce que les enseignants, ils valident tout cela ou pas, évidemment? Alors, les enseignants, ils sont partagés. Mais alors, on explique que, plusieurs professeurs et étudiants expliquent que depuis plusieurs années, il y a une forte place, que la sociologie a pris beaucoup de place, oui. Y compris sur les relations internationales, sur la politique, et que c'est eux qui sont à la pointe de la contestation. Oui. Merci beaucoup, Caroline Bayer. La chute de la maison Sciences Po, la crise des élites françaises aux éditions du Cerf. Enquête passionnante, bien sûr, sur l'évolution de cette grande école. Ça reste évidemment une grande école. Dans un instant, la partie média avec Gilles Gansman et Valérie Expert, qui recevront notamment une nouvelle chaîne, les patrons d'une nouvelle chaîne, Christopher Baldelli et Caroline Cochot, président de T18, la nouvelle chaîne qui arrive, gratuite de la TNT, qui débute vendredi, et Caroline Cochot, la directrice des programmes. Et puis ensuite, les débats qui continuent, évidemment, sur Sud Radio.